Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, je parle avec Marie-Ève Plamondon de passer de la stratégie au résultat. Ayant fondé son entreprise Plamondon Communication en 2011, Marie-Ève aide sa clientèle à mettre en place des stratégies de marketing B2B en produisant et diffusant du contenu pour atteindre leur objectif d'affaires et communiquer de la valeur. Aujourd'hui, c'est une autre discussion que j'ai eue en studio, alors vous allez pouvoir l'écouter, mais avant d'aller à la discussion que j'ai eue, elle était vraiment passionnante avec Marie-Ève. J'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. InfoBref, un média d'information, vous avez l'essentiel de l'actualité en l'espace de 5 minutes et je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins et bien sûr, mon commerce en ligne. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à commenter, à liker et à nous laisser un avis. Chaque interaction nous aide à sortir davantage, à grossir notre audience et du même coup, avoir plus de commanditaires. Sur ça, je vous souhaite une très bonne écoute de l'entrevue. On est en ligne! On air! On air! Hey, bonjour Marie-Ève, comment ça va? Bonjour Anthony, ça va bien, merci. Toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui, d'avoir une discussion avec toi parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de comment passer d'une stratégie à la commercialisation. Tu sais, on passe beaucoup de temps à l'école, dans nos livres, dans nos préparations de cours, dans notre plan d'affaires, à parler de la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des ventes? Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître son offre de service? Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître son produit? Mais c'est beau, la théorie de la stratégie. Quand on passe à l'action, c'est toute une autre histoire. Puis c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on va parler ensemble. Alors, Je suis très content de te recevoir. J'aimerais qu'on commence par parler du premier, les objectifs du marketing. Il y a 3 grands concepts. Peux-tu parler de ces 3 grands concepts-là en marketing? Oui, bien là, on va parler justement des stratégies RH, on peut avoir des stratégies de pricing, tout ça. Mais quand on parle de stratégie marketing, d'habitude, il y a comme 3 grandes catégories. Au début, tu n'es pas connu. Si on part de zéro, si tu veux démarcher un nouveau segment, donc c'est de se faire connaître. Donc, tout ce qui est autour de la notoriété. Une fois que les gens sont entrés en contact avec toi une première fois, ben c'est la deuxième étape, c'est la relation. Donc, qu'est-ce que je vais faire après pour que les gens comprennent mon offre, m'assurer que j'ai un bon fit, que j'ai un bon type de prospect ou de client potentiel dans mon pipeline, etc. Puis, la troisième étape, ça va être comment je vais convertir. Là, quand on parle de convertir, ça peut être un achat, mais ça peut être aussi un abonnement ou etc. Tu sais, donc, c'est l'action que je veux que les gens posent. Donc, c'est comme je pars de me faire connaître, développer la relation, puis passer à l'action après. Je comprends bien. Puis, quand on commence en affaires, c'est difficile de se faire connaître. Oui, mais souvent, on part de zéro. Exactement. Puis là, c'est ça que j'aimerais qu'on parle un petit peu parce qu'on pense beaucoup vente. En tout cas, moi, je parle au on, mais moi, quand j'ai commencé, là, j'étais inquiet. Tu sais, j'ai pas de vente. Qu'est-ce que je vais faire pour payer ma facture à la fin de la semaine, à la fin du mois, si j'ai pas de vente? Puis là, je mettais toutes mes billes en investissement à court terme. Je calculais juste mon ROI direct sur... J'ai mis $1 sur Facebook. Ça m'a donné combien d'abonnés qui s'est converti en combien de clients. Puis ça me donnait un coût d'acquisition. Puis si ça me coûtait $1, ça m'en donnait 2. Je continue à investir. Aussitôt que mes performances étaient moins bonnes, j'arrêtais. J'oubliais d'investir en considération puis en notoriété. Puis c'est vraiment au moment que j'ai rencontré Serge qu'on a investi plus en notoriété puis en considération que là, toute ma conversion s'est mise à avoir des coûts plus efficients. Mais quand que je commence, là, c'est quoi le conseil que tu m'aurais donné à OK, c'est quoi le juste mieux entre tu n'arrives pas à manger à la fin du mois, là, il faut quand même que tu aies des clients c'est important quand même ton brand. Parce que, tu sais, c'est ça, parce qu'il y a des stratégies qui vont avoir, comme si on parle de stratégie de contenu, comme un podcast, par exemple, des stratégies qui vont être payantes à long terme. Donc, si on investit juste là-dedans, c'est sûr que ça va prendre un podcast, ça peut prendre 1 an avant que tu aies un retour sur ton investissement. Oui, des fois, tu as un truc qui part viral et tout ça, mais c'est quand même assez rare. Donc, souvent, moi, je veux dire, on peut partir des cercles concentriques. Donc, on commence, les gens qui sont proches de nous ou à qui on a facilement accès, donc même sans payer. Tu sais. Donc, si tu te lances dans quelque chose, mettons, avec des clients qui lancent un nouveau service ou qui se lancent carrément en affaires, souvent, je vais te dire, ben, connais-tu, toi, 10 personnes qui pourraient être intéressées à acheter ton service?
les connais-tu personnellement? T'sais? Le fameux conseil des planificateurs financiers, quand ils se lançaient, d'après moi, tous les cabinets disaient « Mets ta liste de tes 10 meilleurs amis puis contacte-les. » Ça, c'est encore pire parce qu'un planificateur financier, est-ce que tu vas donner ton argent à quelqu'un parce que tu as vu une annonce sur Facebook? La réponse est non. Souvent, ça va être quelqu'un te référer ou des choses comme ça. Donc, ça va beaucoup dépendre aussi selon le type de produit ou de service que tu offres. Si tu vends quelque chose à 20 oui, une annonce Facebook, tu peux acheter ça sur un coup de tête. Si tu achètes un service qui vaut 2, 3, 10 000 un service de consultation que les gens vont aller dans l'entreprise, le parcours client est complètement différent. Donc, se poser la question à qui là, je veux vendre, mon produit, il répond à quelle solution? J'ai-tu accès à ces personnes-là? Si tu veux vendre des souliers pour les astronautes, là, ben, je vais te dire, as-tu des contacts à NASA, à l'Agence spatiale? Si tu me dis non, je vais te dire, OK, mais là, ce ne sera pas facile. As-tu des connaissances avec les astronautes? Es-tu déjà allé sur la Lune? Exact. Mais si tu me dis, ben moi, j'ai fait un produit qui s'adresse aux skieurs parce que j'adore le ski, puis j'ai remarqué que j'avais tout le temps ce problème-là, bon, ben OK, as-tu d'autres amis skieurs? As-tu des gens qui font de la compétition? Peux-tu aller leur parler? C'est vraiment ça l'accès aux clients. Les premiers clients, là, pour moi, ça va être vraiment des gens avec qui tu as une relation directe ou presque directe. Sinon, qui peut te référer à ces personnes-là? C'est ça les premières étapes à regarder. Je comprends. Fait qu'on commence vraiment par notre cercle proche. Puis une fois qu'on commence à avoir des ventes, là, c'est à quel stade que tu dis là, je suis occupé parce que je suis travailleur autonome. En tout cas, quand j'ai commencé, moi, j'étais travailleur autonome. J'ai fait mes premières ventes. Là, moi, j'ai commencé en consultant web, en faisant des sites web, puis avec le logiciel de rapport Enzo Solutions, que ça s'appelle. Alors, je travaillais dans mes projets, mais là, j'étais occupé, j'avais pas le temps d'investir en marketing. Tu sais, mes clients, ils étaient là, puis mais là, c'est à un moment donné, tu termines tes mandats, puis je me rends compte, j'ai pas réinvesti, alors la roue est à recommencer. Ouais, là. C'est tough, hein, mais c'est comme un incontournable qu'il faut que tu gardes des plages horaires ou du temps ou des ressources pour faire ça. Je pense que tu as déjà reçu en entrevue Hélène Sarah Bécotte Oui. qui dit tout le temps les catégories. Puis, tu sais, je pense que c'est un 30 qu'il faut qu'on consacre au marketing. Puis, c'est tough de le faire. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je me mettais un bloc de temps le lundi matin. Parce qu'avant, je me disais, je vais faire ça le vendredi après-midi. Tu sais, mais j'arrive au vendredi après-midi, puis ma semaine avait débordé. Donc, commencer avec ça au début de la semaine. Donc, le faire de façon périodique. Donc, on se fait une stratégie. Tu sais, moi, je suis pas trop, surtout que ça bouge beaucoup, là, de dire, on fait une stratégie pour les 2 prochaines années, je pense que c'est réaliste. Tu sais. Et peut-être à tous les 3 mois, on peut se mettre une petite période un peu plus longue où est-ce qu'on regarde. La stratégie, finalement, c'est quoi? Tu sais, c'est un peu la direction dans laquelle je veux aller. C'est pas la planification, c'est vraiment, j'ai une vision plus large. Par exemple, je veux atteindre tel marché dans ça. Ma stratégie, c'est un petit peu plus à court terme. Quel chemin je vais emprunter pour me rendre là? Je comprends. Ça, il faut le reviser périodiquement. Moi, je trouve qu'aux 3 à 6 mois, là, parce qu'il arrive plein d'affaires. J'ai des clients, par exemple, qu'ils veulent développer un marché. Finalement, il manque d'employés. Bon, mais là, la stratégie, finalement, c'est d'aller recruter. Fait qu'on ajuste dans ce moment-là. Fait que de revisiter un petit peu ça. Puis, dépendamment de la grosseur de l'entreprise aussi, quand on commence, c'est peut-être y aller plus régulièrement. Quand on a un bon rythme de croisière, on le met un peu plus long. Puis quand on tombe en phase croissance, il faut le réviser plus régulièrement, j'imagine. Là. Exact, c'est ça. Puis, ce qui est super important aussi, là, c'est que, tu sais, quand on commence puis on n'a pas de ressources puis on ne sait pas quoi faire, on va avoir 2 réflexes. Aller lire des articles, les meilleures pratiques là, pour X, Y, Z, ou on va aller essayer de copier un petit peu ce que les autres font. C'est un peu 2 erreurs parce que on copie quelqu'un, on n'a aucune idée de son contexte. On ne sait même pas si ça marche. On voit quelqu'un qui fait des webinaires, on dit hey, « je vais faire ça aussi ». On ne sait pas, ça a-tu converti ces webinaires? On n'a aucune idée, mais on va avoir... C'est tellement vrai parce qu'on n'a pas les résultats de l'autre personne. Puis on ne sait même pas d'où il part. Y a-t-il une équipe de 25 personnes en arrière de lui, puis toi, tu es tout seul? Il y a comme tout un contexte. Il y a des gens qui ont l'air tout seuls, mais qui ne sont pas tout seuls. C'est quoi son budget, qui met son temps, qui investit? Exact. Il y a quelqu'un sur TikTok qui fait beaucoup de vidéos. J'étais comme, ces vidéos sont wow. C'est, hey, j'aimerais ça faire ça. J'en parle avec l'équipe. Puis là, ça tombait que quelqu'un le connaissait. Il demande, hey, on peut-tu regarder? Finalement, il passe une journée complète par semaine, le samedi, là. Tout son samedi à faire que du tournage pour que ça donne 5 vidéos. C'est ça. T'as-tu le goût de faire ça? Ben, c'est une réalité que personnellement, je peux pas avoir. Le samedi, j'ai 2 enfants à la maison. Exact. Je dois avoir mon samedi de libre. J'écoutais une fille l'autre fois, elle disait, pour générer la business que je générais, j'investissais 80 000 en pub Facebook par mois. Tu sais, je sais pas, pour générer, tu sais, c'est comme ça. Pour générer ça, il faut que tu génères beaucoup de business, mais là, je générais tellement de business pour les caler. Fait que, tu sais, on n'a jamais toutes les informations. Fait que peut-être vraiment
oui, on peut regarder ce qui se fait à gauche puis à droite, mais essayer de se faire une tête. C'est quoi nos ressources? C'est quoi notre budget? C'est quoi le temps qu'on a? Puis essayer d'y aller en dedans de ça. Puis c'est quoi notre objectif aussi? Tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a contacté, je peux te proposer 500 leads par mois. Mais moi, je n'ai pas besoin de 500. Je ne serais pas capable de répondre. Tu l'as mentionné, ça me coûte combien aussi aller chercher un client? Parce que ça, c'est le thinking à avoir. Tu sais, on commence à investir. Mais là, j'ai commencé, on vient. La business va bien. Mais j'aimerais savoir plus de clients parce que j'ai pas la meilleure. Tu sais, je sais que je pourrais en avoir plus, puis je sens qu'il y a un manquement. Mm-hmm. Là, on va parler du diagnostic. C'est quoi il faut que je fasse? Parce que je me rends compte là, que, tu sais, j'ai fait un one-pager il y a 3 ans de mon site web. Je l'ai jamais changé. J'ai encore ma mission, vision, valeur que j'ai faite dans mon cours de lancement d'une entreprise. Là. Puis là, ça n'a jamais bougé. Puis là, je me dis, hey, mais il semble que je pourrais faire mieux. Là, on passe à l'étape du diagnostic, j'imagine, pour repartir dans une nouvelle stratégie. En fait, moi, je mets tout le temps 3 étapes diagnostic. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est quoi les trous? C'est quoi les chances qu'on se dit, ouais, là, il y a un petit manque de ce côté-là. Tu sais, est-ce qu'on a plein de contacts, puis on n'arrive pas à les convertir? Ou est-ce qu'on a plein de contacts, mais c'était des anciens contacts qu'on avait quand on avait une ancienne offre de service, là, c'est différent, ça ne fit plus. Donc, voir un peu où est-ce qu'on a plein de visites sur le site web. J'ai un client qu'on a ce problème-là. On a fait des articles, on a plein de visites, plein de trafic. Mais en creusant un peu, on se rend compte, finalement, ça a l'air d'être des étudiants qui font des recherches pour des travaux. Fait que c'est pas en tout le type de client qu'on veut. Donc, oui, on a attiré du trafic, mais il ne se convertit pas parce que c'est pas le bon trafic. Donc, comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Donc, vraiment faire le tour un peu, c'est quoi les informations qu'on a? Puis une chose qu'on devrait faire de façon récurrente puis que les gens ne font pas, c'est parler à nos clients. Si on n'a pas de clients, puis on va aller voir d'autres clients, parler à des gens qui ressembleraient à les clients qu'on veut aller chercher. Puis, je pense qu'aller parler aux clients aussi, c'est se reposer la question, est-ce que mon client, c'est mon client idéal? Parce que si tu vas parler à ton client qui est super satisfait de ton service, puis toi, ça te fait suer, travailler avec lui, il a beau te dire, hey, tu t'as fait un bon service, je t'engagerais plus d'heures, puis là, toi, tu y parles, puis t'es comme, hey, non, je veux pas faire ça, ben, il y a ça aussi à se poser comme question. Tu sais, souvent, on va inciter beaucoup, je vois plein d'articles sur le positionnement, choisir le client idéal, ça. Quand on démarre, c'est vraiment difficile de dire, c'est quoi ma niche, c'est quoi mon client idéal, parce que tu sais pas, tu l'as pas essayé. Après une couple d'années ou après quelques clients, bien là, on peut identifier des patterns. C'est quoi le genre de mandat que ça va bien? Aussi qu'on a calculé le temps que ça nous a pris puis qu'on a eu un bon retour sur l'investissement. Parce que oui, il y a les revenus, mais il y a les profits aussi. Fait que c'est lesquels qui ont été profitables pour nous autres. Puis là, dire, OK, comment on peut aller chercher plus de ces clients-là? C'est tellement vrai parce que puis des fois, celui qui t'a apporté le plus de revenus t'a pas rapporté le plus de profit puis c'est pas ce qu'il est beau. Non, c'est ça. Exact. Ouais. Puis une fois que je commence à aller contacter mes clients, là, tu sais, c'est facile à dire. On le dit, on va contacter mes clients. Ouais. Comment que je fais? Moi, c'est simplement, on peut-tu prendre un café, on peut-tu faire un appel de 15 minutes, j'aurais 3-4 questions. Puis les questions que je pose souvent, j'essaie de voir, ben, comme là, même quand on a des nouveaux clients, j'en ai un nouveau client, j'ai dit comment tu m'as trouvé, il m'a dit sur LinkedIn. OK, as-tu vu une publication passer ou tu as tapé consultant de stratégie web ou comment tu m'as trouvé sur LinkedIn? Parce que là, ça va me dire, s'il y avait une publication, je vais faire d'autres publications comme ça. S'il me trouvait en tapant, je m'assure que mon profil est bien optimisé pour que je ressorte dans les résultats de recherche. Donc, voir comment les clients nous ont trouvés. Après ça, qu'est-ce qu'ils aiment le plus de notre service? Comment ils l'utilisent? Le processus d'achat, c'est fait comment? Est-ce qu'ils ont consulté quelqu'un? Puis des fois, ça peut être surprenant, de voir comment les clients sont arrivés. Puis là, c'est de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut reproduire ce pattern-là sur une façon automatique un peu? Je comprends. Alors, c'est vraiment de partir de ton client. Oui. Ça me fait penser, ma première business, ça s'appelle Enzo Solutions. C'est un logiciel de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment. Puis, quand je suis rentré dans le business, on pourra faire une histoire à mener avec ça, mais je pensais que c'était une grosse start-up ultra financée. Finalement, j'étais arrivé, c'était un petit bureau qui m'avait loué à Vaudreuil-Dorion dans un share office, là, dans un coworking. Ouais. Puis, il y avait 6 clients avec un revenu annuel de peut-être de la business de 3 000 $. C'était tout petit. Là. Okay. Puis, quand j'étais arrivé là, je me suis dit, je vais partir. Je connais pas le milieu de l'inspection en bâtiment. En fait, je savais même pas que c'était un métier à cette époque-là. Que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les appeler, demander qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que je pourrais améliorer, c'est quoi que les autres clients utilisent, c'est quoi que les autres inspecteurs font, pourquoi ils prennent pas mon logiciel, qu'est-ce que je préfère pour aller chercher. Je vais chercher un paquet de data pour par la suite améliorer le logiciel. Oui. Comment est-ce qu'ils nous ont trouvés? Puis aussi, l'autre chose, qu'on a des bons clients puis on les aime, est-ce qu'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de nos services? Parce que je sais que le référencement ou le bouche à oreille, des fois, c'est pas considéré comme une stratégie ou un canal marketing, mais ça l'est. Là, moi, pour certains services, certains produits, le référencement, il y a un gros impact. Là, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de pourquoi investir en notoriété. Là, on l'a vu on a fait le diagnostic, on voit où est-ce que les gens nous trouvent. Là, on aurait tendance, moi, j'aurais tendance à me dire, mes clients m'ont tout trouvé sur LinkedIn. Je vais mettre encore plus d'argent sur LinkedIn ou je vais mettre encore plus de temps sur LinkedIn. Mais si je continue toujours de la même façon, ça ne veut pas dire que j'utilise quand même la meilleure façon. Quand on parle de notoriété, là, pourquoi qu'on devrait investir dans son brand personnel? Même quand je suis ultra occupé, je vois pas. On pense aux personnes de la construction là, qui avaient presque 2 ans de booking. Oui, ça, j'ai un exemple de ça. Tu vois, j'ai une designer d'intérieur qui a justement 6 mois de booking d'avance. Puis là, elle me dit, j'ai commencé un podcast. J'ai dit, ouais, c'est quoi l'idée? Pourquoi tu t'investis là-dedans? Ton carnet de commandes est déjà plein. Elle dit, oui, elle dit, mais le monde, il faut que je les convainque d'attendre 6 mois pour travailler avec moi. Donc, pendant ces 6 mois-là qui m'attendent, je leur envoie des podcasts, des photos de ce que je fais. Je veux tellement qu'ils trippent sur mon concept, qu'ils acceptent d'attendre. Parce que si on fait des demandes pour 3 personnes, puis il y a quelqu'un d'autre qui se libère avant moi, je vais les perdre. Donc, sa stratégie, c'est de développer une relation avec le client avant même qu'il soit client pour s'assurer qu'il reste là jusqu'à temps qu'elle soit disponible pour travailler avec lui. C'est quand même fou de penser ça. Puis là, elle va développer un edge compétitif. Puis là, j'imagine que le prix va pouvoir être en conséquence. C'est ça l'autre raison, c'est que des fois, il y a des gens que tu t'en fous d'attendre, tu t'en fous de payer n'importe quel prix parce que tu veux vraiment travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui a fait que tu sois prêt à attendre? Ou les marques, pourquoi tu payes un sac Louis Vuitton? C'est les mêmes exemples, là, mais 2, 3, 5, 10 000 $, c'est le brand. Mais ça serait explicable aussi par tout l'investissement publicitaire qu'ils ont fait. Mais tu sais, quand on ramène au designer intérieur, c'est une travailleuse autonome ou une propriétaire d'une petite PME, là, elle n'a pas des budgets de malade. Là. Non, puis elle est occupée, elle est dans le jus, mais elle prend quand même le temps de dire j'investis à long terme parce que là, on sait, le domaine de la construction, ça se met à ralentir. Bien, tout cet investissement-là qu'elle a fait, ça va être payant. Là, est-ce qu'il y a une hausse d'intérêt? Moi, je ne crois pas à la hausse d'intérêt. Je ne le regarde pas. Je suis comme, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Ça va se replacer. C'est de valeur que ça n'est pas du côté des placements, que ça soit juste du côté dépenses, là, que on fasse moins, que c'est comme l'inverse. Puis, là, on parle de la notoriété. C'est une super de bel exemple, le designer intérieur. Mais comment que je fais, moi, Anthony, pour savoir est-ce que mon brand, il s'améliore ou il s'améliore pas? Est-ce que j'ai une attraction ou j'ai pas d'attraction? Parce que, tu sais, on met, en tout cas, de mon côté, je mets beaucoup d'énergie à créer du contenu, à discuter, à créer des événements. Mais comment que je fais pour mesurer c'est quoi ces indicateurs-là? Bien, c'est sûr qu'il y a des indicateurs de portée, par exemple. Si on regarde sur les profils LinkedIn, maintenant, même sur les profils gratuits, si tu es en mode créateur, par exemple, tu vas voir des vues, tu vas voir des commentaires, etc. Moi, j'aime mieux y aller avec des indicateurs d'interaction, tu sais, comme d'engagement, comme les commentaires, parce que n'importe qui peut voir quelque chose puis faire un like, là, ça, c'est pas compliqué. Et quelqu'un qui a pris le temps de t'écrire un commentaire, ça vaut quelque chose. Puis, tu vois, moi, j'ai reçu des appels récemment des directeurs d'agence, tu sais, pour me demander, je pouvais collaborer sur des mandats. Donc, ça, c'est qualitatif, si tu veux. Mais je peux dire, j'ai reçu 5 à 10 appels des gens qui ont des grosses agences puis qui se disent, on aimerait ça que toi, tu travailles avec nous. Bien, ça vient me donner quand même un aperçu. Là, mais c'est arrivé après combien de temps? C'est arrivé après combien de temps? Je te dirais, des fois, tu envoies une infolette puis tu as un feedback. Des fois, c'est une question de timing. Puis, je pense que c'est pas, pour les temps, ça peut varier, mais ce qui est important, c'est qu'il faut être constant. T'sais. Si tu fais rien, puis si tu fais un post par mois, je te dirais, tant qu'à ça, laisse faire. Là, c'est de faire des petites actions de façon répétée. Tu peux mettre 15 minutes par semaine sur LinkedIn, mais toujours mettre ton 15 minutes. C'est là que ça va donner des résultats. Puis, ma question, c'était le temps. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là,
ça a pris, je dirais, un bon 6 à 8 mois avant que je chante une traction, tu sais. Puis, c'est un peu ça que j'aimerais qu'on discute parce que, tu sais, quand on tombe en création de contenu, quand on attaque une nouvelle plateforme, il y a une courbe d'apprentissage du côté personnel à voir comment qu'on rédige. Moi, je suis pas un rédacteur. Tu sais, mes notes en français, c'était pas les meilleures notes de sa planète, là. J'avais de peine et de misère à passer mes cours en français. J'ai toujours détesté écrire, mais j'ai développé une passion pour partager qu'est-ce que je vivais, ma réalité entrepreneuriale, mes questions sur LinkedIn, les sujets qu'on parle. Puis ça a pris un certain temps, mais comme tu parles, c'est vraiment la rigueur, je crois. Puis c'est quoi comme une fréquence puis un timing d'attente acceptable? Parce qu'il y en a qui pourraient dire ça va prendre 2 ans, ça va prendre 6 mois, mais 3 mois. Ça après combien de temps que tu peux te dire OK, non, là, ma stratégie ne fonctionne pas versus que. Moi, j'aime beaucoup faire par période de 3 mois, là, voir, tu sais, se fixer peut-être 2-3 indicateurs, puis après 3 mois, évaluer, j'ai-tu des signaux que ça marche, tu sais. Okay. Puis tantôt, si tu disais les plateformes, tu sais, j'investis beaucoup dans LinkedIn, est-ce que j'investis ailleurs? Moi, j'aime tout le temps d'avoir 2. Une qui marche bien. Souvent, moi, j'ai tout le temps l'infolette dans mon mix, là, mais tu sais, d'avoir quelque chose qui marche bien, puis d'avoir quelque chose que j'essaye pour le fun ou parce que ça me tente, ou tu sais, avoir un backup, tu sais, avoir au moins. Puis l'email, je trouve tout le temps c'est important parce qu'on est propriétaire de notre liste. Même si on change de plateforme, on repart avec notre liste, puis on n'est pas à la merci des algorithmes, si on veut. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qui est ta propriété. Mais tantôt, tu parlais de contenu, comment ça prend de temps. Je recommande pas à tout le monde de faire du contenu. Il y a beaucoup de monde pour qui c'est pas nécessaire, puis on a l'impression, c'est tout aussi, je vais le copier, je vais faire pareil. Moi, j'en fais du contenu, mais c'est dans ma description de job. Tu sais, je me dis, c'est une façon de montrer aux gens. Ton niveau de compétence. Exact, c'est ça. Mais beaucoup de clients, c'est pas par ça que je leur dis de commencer. Là. Surtout les gens qui sont dans le domaine de service, c'est pas nécessaire. On peut-tu donner d'autres exemples que du contenu? Ça serait quoi les autres alternatives? Là, moi, je suis dans le contenu à fond. Je crois au contenu, mais je m'étais jamais posé la question. Il y a tellement de bons contenus, là. Tu sais, souvent, moi, ce que j'ai fait au début, c'est, je le fais encore, j'écoute un podcast, je lis un livre ou un article que je trouve super bon. Souvent, je vais le forwarder à quelqu'un, un client qui a potentiel une relation. Je dis, hey, tu devrais lire ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, l'autre fois, tu peux me poser une question, là, mais ça y répond. Tu sais. Donc, juste de faire ça, de transmettre du contenu que toi, tu as lu, si tu es passionné par quelque chose, il y a des bonnes chances que tu aies lu puis écouté des trucs. Puis, ceux-là qui me suivent sur LinkedIn m'ont vu, des fois, je fais des captures. Je fais une photo d'un livre, puis je souligne un passage, puis je fais un petit commentaire là-dessus. Puis ça fonctionne bien, tu sais. Puis ça montre que je m'intéresse, ça montre que je continue à m'éduquer sur mon sujet, puis je donne une information de valeur en même temps, tu sais. Puis, alternative au contenu. Disons qu'on dit, OK, moi, le contenu, tu sais, c'est... En fait, ça serait quel style de travailleur autonome ou de service qui, le contenu, il y aurait des alternatives aussi intéressantes qu'au contenu à créer? Bien, le réseautage, là, c'est pas un contenu, si on veut, mais d'être présent, d'aller vers les gens, d'échanger. Puis même, ça peut être sur LinkedIn aussi. Là, tu sais, les gens, on voit les posts, mais on voit pas tout ce qui se passe en arrière. Tu sais. D'envoyer des demandes de relations, c'est beau, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu échanges avec la personne? As-tu commenté ses posts à elle? Tu fais-tu des suivis? Tu lui proposes-tu de jaser pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Tu peux-tu y référer des clients? Tu peux-tu collaborer? Donc, vraiment créer des relations au lieu juste de collectionner les relations. Là, je comprends. Puis ça, je pense que j'avais eu la discussion avec Dave Cameron, mais il parlait, c'est beau être sur LinkedIn, que tu crées du contenu. Donc, tu te mets 15 minutes par jour pour créer un post LinkedIn. Tu y vas, tu le fais. Et si tu n'es pas présent, puis tu ne communiques pas avec les autres personnes, moi, c'est là que ça a changé. C'est quand je me suis mis à être présent, à commenter, à expliquer, à donner des explications, que là, ça crée un engouement, ça crée un côté humain à mon... Oui, tu sais, une stratégie de commentaire, des fois, j'appelle ça comme ça. Juste aller commenter des posts à toutes les semaines, ça pourrait fonctionner super bien. Parce que les gens, après ça, voient que tu as écrit, c'est intéressant, ils cliquent sur ton profil, tu fais une demande de relation. Donc, tu n'as pas créé de contenu, tu as juste contribué à la discussion, puis ça peut t'apporter des leads juste comme ça. Puis, j'aimerais ça faire du pouce avec le réseautage. Tu sais, on a parlé initialement du contenu qu'on crée. Là, on vient de parler de commenter la suite au contenu qu'on crée. Côté réseautage, si je vais dans une rencontre, là, que je pars avec 54 cartes de fer, puis à quoi que ça servait? Exact.
sais, moi, quand je vais dans un événement de réseautage, je me dis tout le temps, je vais avoir au moins une conversation avec quelqu'un, puis que je vais ressortir, je vais être comme, waouh, c'était cool, tu sais, on a retiré de la valeur les deux. Souvent, c'est juste ça mon objectif. Puis quand on rejoint des groupes de réseautage, ça peut être de se dire aussi après, je vais contacter individuellement certaines de ces personnes-là pour se faire un appel Zoom, par exemple, puis en savoir plus sur eux autres. Je comprends super bien. Puis après ça, une fois qu'on communique, qu'on va tout récolter ça, c'est important de faire un post-mortem pour voir est-ce que ça s'est converti. Oui. Là, je remesure puis je repars dans un nouveau diagnostic comme. C'est ça. Moi, j'ai un groupe de réseautage que j'ai définitivement des clients qui sont venus de là, puis des clients qui, à long terme, ont remporté plusieurs milliers de dollars parce que moi, j'ai beaucoup des clients récurrents. Donc, oui, l'année prochaine, je vais renouveler mon adhésion. Si j'ai une autre place que j'ai pas eu de fun, j'ai pas eu de retombées, ben, tu sais, je vais pas renouveler de ce côté-là. T'sais. Puis te dire quelque chose que je trouve super intéressant, j'ai pas eu de fun. Ouais. Si j'ai pas de fun dans qu'est-ce que je fais, même si j'ai des bonnes retombées. Non, c'est ça. Exact. Puis surtout pour le contenu, on parlait de contenu de plateforme. Moi, souvent, je vais dire au monde, LinkedIn, je devrais ça sur Instagram, sur TikTok. Il y en a-tu une que naturellement t'aimes plus, tu sais? Moi, LinkedIn, naturellement, ça me va bien. J'ai déjà été beaucoup sur Pinterest parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Instagram, je sais pas pourquoi, mais je dirais que ça vient pas me chercher. Fait que je n'ai pas tendance à produire du contenu pour Instagram. Puis, en même temps, je pense que ma clientèle n'est pas tant là. Fait que c'est pas un manque. C'est un très bon point. Puis aussi se poser la question, c'est où que ma clientèle se tient? Oui, exact. Puis pas penser que la clientèle n'est pas dessus, parce qu'il y a une grosse clientèle d'affaires, exemple sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui pensent que TikTok, c'est juste des jeunes, mais il y a une grosse clientèle d'affaires. Vraiment, aller voir plus loin de où c'est, puis voir les tendances des plateformes. Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu? Il y en a-tu pas beaucoup? Est-ce que je peux aller prendre une part de marché intéressante? LinkedIn, c'est ça qui se passe un petit peu en ce moment au Québec. Il y a une belle place aux créateurs de contenu. Là. Oui, puis ça vient vraiment une plateforme, vraiment un média social. Avant, c'était plus recrutement. Tout ça, là, c'est vraiment média social avec de plus en plus de créateurs de contenu. Donc là, ça devient vraiment différent. Puis l'autre chose aussi, quand on se met plus dans la création de contenu, mais regardez la plateforme, c'est quoi le genre de contenu que les gens font puis qui a l'air aimé. Tu sais, je fais quelque chose que complètement, parce que les gens ne sont pas sur les médias sociaux pour acheter un service, ils sont là pour se divertir, prendre des nouvelles de leurs amis, etc. Donc, se mettre dans ce mindset-là aussi. Là. Puis pour terminer, pour les 3 prochains mois, si je suis un travailleur autonome, un propriétaire d'une petite entreprise, c'est quoi que tu me conseilles de faire pour prendre en main mon marketing? Bien, je commencerai par faire un diagnostic. Là. Pas besoin de sortir des tonnes et des tonnes de statistiques. Juste regarder, y a-t-il des patterns qu'on voit? Y a-t-il des ventes qu'on a faites que c'était comme wow, puis on se demande d'où c'est que c'est venu? Essayer de creuser un peu là-dessus. Y a-t-il des clients qu'on aime, qu'on dit on en veut plus, des comme ça? Leur demander, à leur poser des questions. Où est-ce qu'ils se tiennent? Comment est-ce qu'on peut attirer plus de clients comme ça? Puis des fois, ça peut être simplement de faire des ententes avec des partenaires, des collaborateurs. C'est pas nécessairement d'investir dans des campagnes publicitaires. Donc ça, c'est première étape, je fais un diagnostic. Deuxième étape, c'est quoi ma stratégie? Donc, on a vu qu'est-ce qu'on voulait aller, vers quoi on veut s'en aller. Bien, c'est quoi notre vision? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Puis aussi, souvent, quand je commence avec des clients, je dis dans 3 ou 6 mois, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a réussi? Parce que si ce que tu veux, c'est 25 000 de revenus, ben moi, je peux peut-être pas t'apporter ça. Je peux peut-être t'apporter du trafic sur ton site, etc. Mais la conversion, ça va être à toi de la faire. T'sais. Donc, de vraiment dire qu'est-ce que ça va être le succès là, pour nous dans 3, 6 mois. Puis après ça, ben, c'est quoi les meilleures actions qu'on a à prendre là, pour le faire. Alors, si je comprends bien, on fait un état des lieux, on comprend qu'est-ce qui se passe en ce moment, on se fixe nos objectifs, on fixe nos KPI. Par la suite, on mesure après 3 mois, on fait un état des lieux, on fixe de nouveaux objectifs, on mesure, puis tant qu'on est en progression, qu'on atteint nos objectifs. C'est ça. Puis sinon, on a juste une stratégie, là, c'est vraiment une hypothèse. C'est ça qui est difficile parce que c'est comme si on investit dans quelque chose, mais on ne sait pas si ça va marcher. Mais c'est mieux de faire ça, d'avoir une hypothèse, d'essayer de la valider, plutôt que de faire n'importe quoi là, ou de copier ce que les autres font, finalement. C'est super. Écoute, un gros merci, Marie-Ève, de ton temps. On a une super de belle discussion. On aurait pu encore continuer à parler des heures. Exact. Un gros merci pour ceux qui ont aimé le contenu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis on se retrouve la semaine prochaine.